coupable. En partie, je pensais que je sortais. Coupable. Coupable. 50, 0, 100, 1000 dans ma poche. Elle avait un coffre-fort et elle a pris de l'argent et elle n'avait que... Et c'était ça. Elle était comme, d'accord. Eh bien, Ash arrive. Nous allons aller à la banque d'Ash et nous allons récupérer mon argent et des affaires dans le coffre de sécurité. L'amitié repose sur la confiance, mais ces tueurs l'ont transformée en trahison et en meurtre. De la cupidité de Pamela Huff à la tromperie de Robert Durst. Leurs crimes glaçants vous laisseront à vous interroger sur ceux qui vous sont les plus proches. Commençons. Le 27 décembre 2011. Pam Hupp semblait être une femme ordinaire, une collègue, une amie et une épouse. Mais sous son apparence amicale se cachait une manipulatrice de maître. Elle a gagné la confiance de son amie en phase terminale, Betsy Faria, et l'a persuadée de changer le bénéficiaire de sa police d'assurance vie de 150 000 $ de son mari à elle-même. La famille de Betsy ignorait ce changement, une décision qui allait bientôt préparer le terrain pour un crime horrible. Après avoir subi une chimiothérapie, Betsy devait rentrer chez elle avec soit son mari, soit sa mère. Cependant, au dernier moment, Pam a insisté pour la conduire à la place. Cette nuit-là, lorsque le mari de Betsy, Russ, est rentré d'une soirée avec des amis, il a trouvé sa femme morte, brutalement poignardée plus de 55 fois. Stupéfait et dévasté, il a immédiatement appelé le 911, croyant d'abord qu'elle s'était suicidée. Je ne savais vraiment même pas ce que je faisais. Non, de toute façon. Les enquêteurs ont rapidement concentré leur attention sur Russ. Un document accablant a été trouvé sur l'ordinateur portable de Betsy, supposément écrit par elle, exprimant des craintes que son mari pourrait la tuer. Lorsque la police a interrogé Pam, elle a affirmé que Russ avait un tempérament violent. Puis, les officiers ont découvert une paire de pantoufles de Russ avec du sang dessus dans son placard, ce qu'ils croyaient être une preuve clé. Malgré les témoins et les relevés téléphoniques prouvant que Russ était à 20 miles de là, les procureurs ont convaincu un jury qu'il avait orchestré le crime. En 2013, il a été condamné, tandis que Pam s'en est sortie libre avec l'argent de l'assurance de Betsy. Pendant des années, Russ a lutté pour blanchir son nom. Des journalistes d'investigation et son avocat ont découvert des détails troublants. Pam s'était contredite à plusieurs reprises lors des entretiens avec la police. La lettre, supposément écrite par Betsy, avait été tapée avec un logiciel qui n'était même pas installé sur son ordinateur portable. Pam avait également menti sur l'utilisation de la police d'assurance vie pour soutenir les filles de Betsy. Avec de nouvelles preuves, Russ a obtenu un nouveau procès en 2015. Cette fois, sa défense a présenté l'histoire complète, y compris le comportement suspect de Pam. La vérité était indéniable. Russ avait été piégé. Après près de 4 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, il a été acquitté et libéré. La mère de Hupp a été retrouvée morte devant chez elle en 2013, mais aucune cause de décès n'a été déterminée. Aucune décision n'a été prise aujourd'hui. Alors que l'attention autour de Pam s'intensifiait, elle cherchait une distraction. En 2016, elle a attiré un homme nommé Louis Gumpenberger et l'a invité chez elle, qui était physiquement et mentalement handicapé. Elle l'a abattu et a prétendu qu'il s'était introduit chez elle et avait tenté de l'enlever. Cependant, son histoire s'est rapidement effondrée. Les preuves ont révélé qu'elle avait mis en scène tout l'incident, en plaçant de fausses notes de rançon dans une tentative de piéger Russ à nouveau. Mais enfin, Pam a été arrêtée et a ensuite plaidé Alford, acceptant une peine de réclusion à perpétuité sans admettre sa culpabilité. Cependant, les enquêteurs n'en avaient pas fini avec elle. Les autorités ont commencé à réexaminer le passé de Pam. En 2013, sa mère, Shirley Newman, est décédée dans des circonstances suspectes, tombant de son balcon du 3e étage. Au début, cela a été considéré comme un accident. Cependant, compte tenu de l'historique de Pam, l'affaire a été rouverte et la cause du décès a été changée en indéterminé. En 2021, Pam a été officiellement accusée du meurtre de Betsy Faria. Pam ne ressentait aucune culpabilité pour ses actes et a choisi de rester silencieuse tout au long du procès. À tout moment concernant ces allégations, tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Aujourd'hui, Pam Hupp est en prison pour avoir tué un homme et fait face à un autre procès pour le meurtre de Betsy en 2026. La fille de la victime a dit « Une personne qui pleure sa mère, c'est vraiment difficile à comprendre. C'était un moment où j'étais censée déterminer mes prochaines étapes dans le monde et puis tout mon monde a été bouleversé quand... » La tromperie de Hupp s'est terminée par une trahison ultime. Le prochain cas montre des amis prenant l'audacieuse décision de revendiquer ce qu'ils croient leur revenir de droit. 911, où est l'urgence? Urgence, je suis en fait sur le pont de Bellemare, juste après avoir pris la direction sud, au milieu du pont. Il y a une voiture qui est abandonnée, elle est sur le côté de la route, mais... Le 3 décembre 2016, une voiture abandonnée a été trouvée sur le pont de la route 35,
au-dessus de la rivière Shark. Les clés étaient encore dans le contact. Mais Sarah Stern, âgée de 19 ans, de Neptune, New Jersey, était introuvable. Au début, il semblait qu'elle avait mis fin à ses jours. Mais à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils ont découvert une vérité bien plus sinistre. Sarah avait disparu la nuit précédente, le 2 décembre. Ses amis et sa famille étaient dévastés et confus. Elle avait tant de raisons de vivre, et rien ne laissait penser qu'elle voulait disparaître. Mais à mesure que les enquêteurs commençaient à poser des questions, un nom revenait sans cesse. Liam McIntasney, l'ami d'enfance de Sarah. Il est même allé jusqu'à démontrer comment. Il l'a soulevé du sol, puis l'a laissé sur le sol et l'a regardé mourir pendant 30 minutes. Il savait exactement combien de temps cela avait duré parce qu'il avait choisi de chronométrer cela. Liam connaissait Sarah depuis l'enfance. Il a parlé avec la police et semblait préoccupé par sa disparition. Mais quelque chose semblait étrange. Il a affirmé que Sarah avait parlé de déménager au Canada, laissant entendre qu'elle s'était enfuie. Cependant, les détectives n'étaient pas convaincus. Puis est venue une révélation choquante. Preston Taylor, le cavalier de balle de Sarah et colocataire de Liam, a avoué à la police. Il a révélé que Liam avait étranglé Sarah chez elle, et ensemble, ils avaient jeté son corps du pont. Leur motif ? Argent. Liam avait passé 6 mois à planifier le meurtre de Sarah. Elle avait hérité de l'argent de sa mère, qui est décédée d'un cancer en 2013. Croyant qu'elle avait un coffre-fort plein d'argent liquide, il a décidé que cela valait la peine de tuer pour cela. Est-ce qu'il est entré dans les détails à ce moment-là? Il a dit que cela a pris du temps, mais qu'elle est finalement morte et qu'il l'a déplacée vers cette salle de bain. La police avait des preuves, mais elle avait besoin de quelque chose de définitif. C'est alors qu'ils se sont tournés vers Anthony Curry, un jeune cinéaste et ami de Liam. Liam s'était vanté auprès de Curry du meurtre, le décrivant dans des détails horrifiants. Choqué, Curry est allé voir la police et ensemble, ils ont monté une opération d'infiltration. Le 31 janvier 2017, Curry a rencontré Liam dans sa voiture, enregistrant secrètement leur conversation. Dans la vidéo, Liam a décrit comment il a étranglé Sarah pendant près de 30 minutes alors qu'elle luttait pour sa vie. Il pensait repartir avec 50 000 à 100 000 $, mais quand il a ouvert son coffre-fort, il n'y avait que 10 000 $. Ses mots étaient froids, sans émotion. Pour lui, tout tournait autour de l'argent. Avec la cassette de confession en main, la police a arrêté Liam. Au procès, le jury a regardé alors qu'il décrivait le meurtre avec ses propres mots. Sa défense a essayé de faire valoir qu'il avait inventé l'histoire pour un film d'horreur sur lequel Curry travaillait, mais personne n'y a cru. Après un procès long et éprouvant, McIntasney a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot et de profanation de restes humains. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 années supplémentaires. Mais malgré tout, il n'a montré aucun remords pour son acte. Un meurtre au premier degré est passible de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le deuxième chef d'accusation est un vol au premier degré. Cette peine sera purgée simultanément, ce qui signifie qu'elle est de 20 ans. Son complice, Preston Taylor, a également été reconnu coupable et condamné pour son rôle dans le crime. Le meurtre de Sarah Stern a dévasté sa ville natale. Elle avait fait confiance à Liam en tant qu'ami, sans jamais savoir qu'il complotait contre elle. Son père, Michael Stern, a assisté au procès, le cœur brisé par la perte de son unique enfant. Le père de Sarah Stern, Michael, a essuyé des larmes après avoir lu les derniers messages échangés avec sa fille en décembre 2016. Il se souvient, ma fille disait toujours « Mon père est le meilleur ». Et un autre hashtag. Mon père est le meilleur. La vie de Sarah a été volée, mais sa mémoire perdure. Ses amis et sa famille continuent de lui rendre hommage à travers l'art et la narration, gardant son esprit vivant. Notre prochain cas montre comment des motifs financiers peuvent dégénérer en quelque chose de sinistre. Est-ce que Kyle Britt et Ashley MacArthur sont restés à la ferme? Quand je l'ai fait la première fois? Oui, monsieur. Non, ils sont partis. D'accord. Vous souvenez-vous, comment ils ont quitté la ferme? Le 8 septembre 2017, Taylor est sortie avec une amie, espérant soulager un peu de stress. Cependant, elle n'est jamais rentrée chez elle. Taylor Wright, une détective privée de 33 ans, avait récemment traversé un divorce difficile. Malgré les défis, elle reconstruisait sa vie et avait emménagé avec sa petite amie, Cassandra Waller. Bien que les choses s'amélioraient, elle était encore impliquée dans des batailles financières et de garde avec son ex-mari. Au fil des heures, Cassandra est devenue de plus en plus inquiète lorsque Taylor a cessé de répondre à ses messages. Elle a contacté Ashley MacArthur, une amie de Taylor, qui a affirmé que Taylor avait pleuré et avait besoin de temps seul. Plus tard, Cassandra a reçu un message de Taylor disant qu'elle avait besoin de quelques jours pour se vider la tête, mais quelque chose semblait étrange. En tant que détective privée, Taylor savait comment disparaître si elle le voulait. Cependant, cette fois-ci était différente. Ses proches sont devenus encore plus inquiets lorsqu'elle n'a pas donné de nouvelles à son jeune fils,
ce qui était totalement inhabituel pour elle. La capacité ou les moyens de sculpter... Si j'utilise la nouvelle application mobile, c'est plus facile à configurer et à apprécier. Il fait ce qu'il fait. Cassandra a contacté la police, qui lui a conseillé de vérifier avec l'ex-mari de Taylor, Jeff Wright. Quand elle l'a fait, Jeff a révélé que lui et leur fils avaient également essayé de joindre Taylor, mais n'avaient reçu aucune réponse. Il a ensuite émis un avertissement glaçant, impliquant que la police pourrait mettre Taylor en colère. Malgré l'avertissement de Jeff, Cassandra savait que quelque chose n'allait pas du tout. Après une semaine sans aucun signe de Taylor, elle a déposé un rapport de disparition, incitant les autorités à lancer une enquête complète. La police a d'abord interrogé Cassandra et vérifié son histoire. Ils ont ensuite interrogé Ashley McArthur, la dernière personne à avoir vu Taylor. Ashley a affirmé que lors de leur dernière rencontre, Taylor était encore stressé et était parti en Uber. Ashley a ensuite fait une révélation choquante. Taylor avait retiré 34 000 $ d'un compte joint avec son mari et l'avait confié à Ashley pour le garder en sécurité pendant le divorce. Encore plus suspect, Ashley a affirmé que Taylor avait récupéré l'argent le jour de sa disparition. Les enquêteurs ont ensuite contacté Jeff Wright, qui vivait en Caroline du Nord. Il a déclaré qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Taylor depuis le 9 septembre, lorsqu'elle lui avait envoyé un texto. Cependant, il a été écarté en tant que suspect, car il était hors de la ville lorsqu'elle a disparu. Et toutes ces différentes relations, dysfonctionnelles et tout, comment elles se chevauchaient et s'entremêlaient? Les enquêteurs se sont recentrés sur Ashley, fouillant sa maison, mais sans rien trouver. Ashley a ensuite allégué que Taylor trompait Cassandra avec une autre femme, ce qui causait des tensions dans leur relation. Cette affirmation a conduit les enquêteurs à fouiller la maison de Cassandra, où ils ont découvert la carte d'identité de Taylor, son passeport, et un revolver avec une balle manquante. Cette découverte a soulevé d'autres questions, mais la plus grande avancée est survenue lorsque la police a obtenu les relevés téléphoniques de Taylor. Les données ont révélé qu'Ashley avait menti sur son emplacement le jour de la disparition de Taylor. Selon Ashley McArthur, Taylor était avec elle toute la journée, de 10h du matin jusqu'à 17h, jusqu'à ce qu'elle prenne cet Uber. Audrey dit qu'elle est arrivée et elle se souvient de ce jour parce qu'elle avait un relevé de ses déplacements. Elle a obtenu le reçu de Verizon. Elle savait qu'elle était au travail, donc elle se souvient de ce jour. Cet accusé s'est passé dans le camion de Zach. Les autorités ont approfondi l'examen des finances et des relevés téléphoniques d'Ashley. Ils ont découvert que le jour de la disparition de Taylor, Ashley avait passé plusieurs appels depuis une autre propriété qu'elle possédait. Encore plus suspect, elle avait déposé les 34 000 $ de Taylor sur son compte bancaire. Alors que les preuves s'accumulaient, les enquêteurs ont obtenu des mandats de perquisition pour les propriétés d'Ashley. En fouillant sa ferme, ils ont fait une découverte déchirante. Un crâne humain, avec un trou de balle. Près des restes, ils ont trouvé un collier que Taylor portait sur sa dernière photo connue, et après les rapports médico-légaux, il a été confirmé que Taylor avait été assassiné. Ashley a été arrêtée et accusée du meurtre de Taylor. Lors de son nouveau procès, les procureurs ont exposé ce qui s'était passé. Taylor avait demandé à récupérer son argent, mais Ashley l'avait déjà dépensé en factures de carte de crédit et en une moto. Au lieu d'admettre la vérité, Ashley a attiré Taylor dans sa ferme, lui a tiré une balle dans la nuque et a enterré son corps sous de la terreau et du béton. Pour brouiller les pistes, Ashley a envoyé des messages depuis le téléphone de Taylor pour créer l'illusion qu'elle était toujours en vie. En tant qu'ancienne technicienne de scène de crime, elle savait précisément comment dissimuler le crime. Après un procès de 4 jours, le jury a déclaré Ashley coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec un minimum obligatoire de 25 ans, mais elle n'a montré aucun remords. La vie, avec un minimum obligatoire de 20 feux. Rester en prison pour l'arme à feu. Pour les proches de Taylor, le verdict a rendu justice, mais pas la paix. La douleur de perdre quelqu'un qu'ils chérissaient, surtout aux mains d'une amie de confiance, était insupportable. Taylor Wright avait surmonté les défis d'être détective privé et enduré les difficultés du divorce. Mais à la fin, le plus grand danger est venu de quelqu'un en qui elle avait confiance. Le cas d'Ashley prouve que même ceux qui vous sont les plus proches peuvent exploiter vos vulnérabilités. Et, comme le révèle le cas suivant, faire confiance à la mauvaise personne peut avoir des conséquences mortelles. Je t'ai causé en cours de route. La douleur que je t'ai infligée et tous les mensonges que je t'ai racontés, et surtout pour t'avoir mis dans de nombreuses situations inconfortables pour moi. Je suis désolée de t'avoir demandé de m'aider à mourir. En octobre 2018, dans un petit condo à Pewaukee, Wisconsin, Lynn Hernan a été retrouvée morte. Au début, son décès semblait tragique, mais naturel. Cependant, à mesure que les enquêteurs approfondissaient, ils ont découvert une vérité sinistre qui a secoué la communauté. Lynn avait été empoisonnée, non pas avec une toxine rare et exotique, mais avec quelque chose d'aussi ordinaire que des gouttes pour les yeux visines.
La personne responsable de sa mort n'était pas un étranger, mais sa proche amie, Jessie Kershevsky. Jessie et Lynn étaient amies depuis des années. Pour le monde extérieur, elles semblaient proches, mais à huis clos, Jessie avait un agenda plus sombre. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait volé des milliers de dollars à Lynn, et lorsqu'elle a craint d'être découverte, elle a pris une décision glaçante. De vol, de meurtre, et encore de vol. Mais il y a cette chronologie presque superposée de tous les mensonges et tromperies de l'accusé par-dessus. Selon la plainte pénale, Jessie a empoisonné Lynn en lui administrant de fortes doses de visine, qui contient de la tétrahydrozoline, un produit chimique pouvant être mortel en grande quantité. Les rapports toxicologiques ont ensuite confirmé des niveaux mortels de la substance dans le système de Lynn. Mais Jessie ne s'est pas arrêtée là. Elle a mis en scène la scène pour faire croire que Lynn s'était suicidée. Elle a dit aux autorités que Lynn était déprimée et avait fait une overdose. Cependant, les enquêteurs ont vu à travers ces mensonges. L'affaire est restée ouverte pendant des années, mais en 2021, Jessie a finalement été arrêtée et accusée d'homicide intentionnel au premier degré et de 2 chefs de cambriolage. Nous avions un jury avec beaucoup de preuves, et le jury a conclu que ce n'était pas un suicide. Et je vais être plus précis. On ne leur a pas demandé de déterminer s'il s'agissait d'un suicide. On leur a demandé de déterminer. Le procès a duré des mois et la défense de Jessie était remplie d'excuses. Elle a affirmé que le procès était injuste, a blâmé ses avocats et a même déclaré avoir foi en Dieu, mais pas dans le système judiciaire. Cependant, le jury ne l'a pas cru. Le 14 novembre 2023, Jessie a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Cela signifiait qu'elle ne serait pas éligible à la libération avant près de 80 ans. Lorsque le verdict a été lu, Jessie a fondu en larmes. Bruce Harrison a été au tribunal de Waukesha toute la journée. Voici les dernières nouvelles. Les jurés étaient assis alors que l'État et la défense faisaient leur plaidoirie. Elle a également reçu des années supplémentaires pour ses accusations de cambriolage et elle a été condamnée à payer plus de 386 000 $ en restitution. La juge Jennifer Dorough n'a pas mâché ses mots dans ses dernières déclarations. Elle a qualifié Jessie de complètement diabolique. Jessie avait utilisé la confiance comme une arme et avait cruellement pris la vie de quelqu'un qui se souciait d'elle. Les amis et la famille de Lynn Hernan étaient dévastés. Ils ont décrit Lynn comme une femme gentille et aimante qui ne méritait pas un tel sort. Lors de la condamnation, ses proches ont parlé de la douleur que Jessie avait causée. Un ami de la victime a dit que Lynn était une personne gentille, attentionnée et généreuse. Elle avait un cœur en or. « Nous t'aimons et tu nous manques, Lynn », a rempli la salle d'audience, montrant à quel point elle était aimée. Les forces de l'ordre, les détectives, la police locale et tous les avocats pour tout leur travail acharné et tous ceux qui ont aidé avec cette affaire tragique au fil des ans. Merci. Malgré que justice ait été rendue, rien ne pouvait ramener Lynn. Sa famille et ses amis ont organisé une cérémonie commémorative pour lui rendre hommage et enfin l'enterrer. Le cas de Jessie Kershevsky est un rappel glaçant que tous les amis n'ont pas de bonnes intentions. Lynn faisait confiance à Jessie, et cette confiance a été trahie de la pire manière possible. Son empoisonnement calculé a révélé l'ampleur de sa tromperie, et comme le prouve le cas suivant, aucune somme d'argent ne peut garder la vérité enterrée pour toujours. Je voudrais que Bobby vive de très nombreuses années. Être enregistré. Comme le prédateur vivant le plus longtemps. En 2015, Robert Durst, un riche héritier immobilier de New York, avait passé des décennies à dissimuler de sombres secrets. Il semblait intouchable jusqu'à ce qu'une erreur cruciale mène à sa chute. Son histoire ne concerne pas seulement la richesse et le pouvoir. C'est un récit de tromperie, de meurtre et d'une confession inattendue qui a choqué le monde. Pendant des années, Durst a été soupçonné dans la disparition de sa femme, Cathy Durst, en 1982. Cependant, sans preuve concrète, les autorités n'ont pas pu l'inculper. Puis, en 2000, sa proche amie, Suzanne Berman, a été retrouvée assassinée dans sa maison de Los Angeles, abattue d'une balle dans la tête, de manière exécutive. Suzanne avait été l'une des confidentes les plus fidèles de Robert, l'aidant même à dissimuler la disparition de Cathy. Les procureurs croyaient que lorsqu'elle était sur le point de révéler la vérité, Robert s'est assuré qu'elle n'en ait jamais l'occasion. Durst a nié toute implication et a continué sa vie, mais il ne pouvait pas fuir son passé indéfiniment. En 2001, alors qu'il se cachait au Texas, il a tué son voisin, Maurice Black. Il a prétendu qu'il s'agissait de légitime défense, mais au lieu de signaler l'incident, il a démembré le corps et a jeté les restes à la mer. Malgré la nature macabre du crime, il a été acquitté du meurtre. Il y en a 2. J'espère qu'il y a des conjoints pour ces... Pause. Pendant des années, Robert Durst a réussi à échapper à la justice. Mais en 2015, une seule erreur a tout changé.
il a accepté de participer au documentaire de HBO, The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Alors que les réalisateurs fouillaient dans son passé, ils ont découvert une lettre le liant au meurtre de Susan Berman. Confronté aux preuves, Durst semblait déstabilisé, ignorant que sa plus grande chute était encore à venir. Croyant être seul, Durst s'est retiré dans une salle de bain, ignorant que son microphone enregistrait toujours. Dans un moment de panique, il a murmuré pour lui-même « Je les ai tous tués, bien sûr ». Cette confession glaçante, captée sur bande, a scellé son destin. Les autorités ont agi rapidement, traquant Durst jusqu'à un hôtel à la Nouvelle-Orléans, où il se préparait à fuir une fois de plus. Mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. La confession glaçante captée sur bande a assuré son arrestation, mettant enfin fin à sa fuite de la justice qui durait depuis des décennies. Dans la série, Durst a été pris sur un micro ouvert, se parlant à lui-même et avouant le crime. Durst devait être au tribunal l'année dernière pour le meurtre, mais les jurés étaient... En 2021, après des années à échapper à la justice, Robert Durst a été reconnu coupable du meurtre de Susan Berman. Malgré le verdict, il n'a montré aucune honte pour ses actions. Son comportement froid tout au long du procès a laissé beaucoup de gens choqués, alors qu'il restait impénitent pour le crime dont il avait longtemps été accusé. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à l'allégation spéciale avec l'intention du défendeur. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Quelques mois plus tard, il a été accusé du meurtre de sa femme, Cathy, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour être jugé. Durst est mort en prison en 2022. Robert Durst pensait que son argent et son pouvoir pouvaient le protéger pour toujours. Mais à la fin, ses propres mots ont scellé son destin. Son histoire est un rappel que peu importe le temps que prend la justice, la vérité finit toujours par éclater. Notre prochain cas se concentre sur Amber Pereira, dont les actions imprudentes ont conduit à des conséquences dévastatrices. Que s'est-il passé dans les moments précédant la tragédie? Vous êtes complètement sobre et vous avez une crise d'épilepsie chaque jour. Et pourtant, vous choisissez toujours de monter dans une voiture et de conduire. Honnêtement, je ne sais pas lequel est pire. Le 10 août 2017, un accident tragique s'est produit sur l'autoroute Leroy-Shellman à Tampa, en Floride. Ce jour-là, Louise et Rita Philippak, ainsi que leur fille de 8 ans, Georgia, ont perdu la vie dans un accident qui a bouleversé la communauté. Au centre de cette dévastation se trouvait Amber Pereira, âgée de 31 ans, dont les actions allaient à jamais changer de nombreuses vies. Lors d'une nuit tragique, Amber Pereira roulait à toute vitesse sur la route dans sa Kia, à une vitesse alarmante de 120 miles par heure. En une fraction de seconde, elle a percuté l'arrière de la Hyundai de la famille Philippak, envoyant leur voiture tourner à travers le terre-plein central dans la circulation venant en sens inverse. La voiture a percuté 2 autres véhicules avant de prendre feu. Malheureusement, la famille Philippak, composée de 3 membres, a perdu la vie sur le coup. Un autre conducteur a également été blessé dans le chaos. Au lieu de s'arrêter pour offrir de l'aide, Amber a continué à conduire, ne réalisant pas la gravité de ce qui venait de se passer. Elle a conduit pendant encore 2 miles avant que sa voiture ne tombe en panne. Lorsque les autorités l'ont rattrapée, elles ont découvert que le taux d'alcool dans le sang d'Amber était bien au-dessus de la limite légale, et il y avait aussi des traces de cannabis dans son organisme. Cet accident dévastateur a coûté la vie à toute une famille et a laissé une autre personne gravement blessée. Les conséquences des actions imprudentes d'Amber seraient ressenties par tous ceux qui aimèrent la famille Philippak, et la communauté a été laissée sous le choc face à cette tragédie évitable. Cela sert de rappel poignant de la façon dont conduire sous l'influence peut mener à des conséquences irréversibles et déchirantes. Il y a un instant, Amber Pereira a découvert combien de temps elle passera en prison pour avoir tué une famille dans un accident mortel. Pendant l'enquête, Amber Pereira a essayé d'expliquer l'accident en affirmant qu'elle avait eu une crise juste avant la collision. Cependant, les preuves racontaient une autre histoire. Les données de l'enregistreur de sa voiture ont révélé qu'elle avait fait plusieurs tentatives pour diriger et éviter l'impact, suggérant qu'elle était pleinement consciente de ce qui se passait à ce moment-là. Après l'accident, Amber a été emmenée à l'hôpital. Mais même là, elle a essayé de cacher des échantillons de sang dans une tentative d'éviter d'autres ennuis juridiques. Ces actions n'ont fait qu'ajouter à la montagne croissante de preuves contre elle. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il est devenu clair que la conduite imprudente d'Amber, sous l'influence de l'alcool et de substances, avait conduit à la mort tragique de 3 personnes innocentes et à la blessure grave d'une autre. Face à des preuves accablantes, Amber a finalement plaidé coupable à 9 chefs d'accusation, y compris 3 chefs d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool et avoir quitté les lieux d'un accident impliquant un décès. Son plaidoyer de culpabilité a marqué le début d'une longue bataille juridique, mais les conséquences de ces actes étaient déjà douloureusement claires. Cette tragédie sert de rappel puissant de l'impact dévastateur de la conduite en état d'ivresse et de l'importance d'être responsable au volant.
L'émotion a pris le dessus sur Amber Pereira tout au long de l'audience de 3 heures. Par moments, elle a enfoui sa tête dans ses mains de désespoir. Le 22 octobre 2019, le juge de circuit Christopher Sabella a condamné Pereira à 50 ans de prison. Bien que son avocat ait plaidé pour la clémence, invoquant son casier judiciaire minimal, le juge et la famille de la victime ont estimé que la justice exigeait une peine plus sévère. A condamné la femme de 31 ans à 5 décennies derrière les barreaux. Votre vie est ruinée, mais vous avez aussi ruiné beaucoup de vies et mis fin à 3 vies. Alors que les mots du juge résonnaient dans la salle d'audience, une vague d'émotion a submergé Amber, son cœur lourd de culpabilité. Le poids de chaque phrase s'enfonçait profondément dans son âme, et les larmes commencèrent à couler. Chaque mot semblait amplifier son regret, le fardeau de ses actions pesant sur elle plus que jamais. Il y a quelques instants, Amber Pereira a découvert combien de temps elle passera en prison pour avoir tué une famille dans un accident mortel. Cette histoire tragique laisse un impact durable, nous rappelant les conséquences irréversibles des décisions imprudentes. Pour la famille Felipek, aucune peine ne pourrait ramener leurs proches. Pour Pereira, sa vie est désormais un reflet brutal du coup d'un choix fatidique. Ne pas survivre à l'accident. Et que mes enfants allaient en perdre leur mère. La conduite imprudente d'Amber souligne à quelle vitesse une tragédie peut survenir. Mais l'histoire suivante porte la manipulation et la trahison à un niveau encore plus sombre. En raison d'un groupe d'écriture en prison disant que détourner la faute était un mécanisme d'adaptation. Le 1er mai 1990, Pamela Smart est rentrée chez elle dans le New Hampshire pour trouver son appartement saccagé et son mari, Gregory Smart, brutalement assassiné. Pour tous ceux qui l'entouraient, Pamela semblait être une veuve en deuil, choquée par ce cambriolage apparemment raté. Cependant, la police a rapidement découvert une vérité glaçante cachée derrière son apparence posée. À l'âge de 22 ans, Pamela s'est retrouvée dans une relation compliquée avec un beaucoup plus jeune, Billy Flynn, qui n'avait que 15 ans. Billy, se sentant profondément lié à Pamela, a été manipulé par elle pour faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Pamela, dans le but de mettre fin à son mariage malheureux, a convaincu Billy que son amour dépendait de lui, prenant des mesures drastiques. Elle lui a dit qu'elle retiendrait son affection à moins qu'il ne l'aide à écarter son mari, Gregory, du tableau. Billy, submergé par ses émotions, s'est tourné vers ses 3 amis pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils ont élaboré un plan, et une nuit fatidique, Billy a tiré sur Gregory, tandis qu'un de ses amis, Randall, le maintenait au sol. La scène semblait initialement être celle d'un cambriolage qui avait mal tourné, mais à mesure que les détectives rassemblèrent les détails, ils ont commencé à voir une autre histoire. Une avancée est survenue lorsque la collègue de Pamela, Cecilia Pierce, est intervenue pour aider. Portant un micro caché, Cecilia a enregistré les propres mots de Pamela qui ont révélé la vérité derrière le crime. Cette preuve cruciale a aidé les enquêteurs à découvrir la vérité choquante et a mis en lumière la manipulation de Pamela, conduisant à son arrestation éventuelle. Eh bien, nous sommes montés à l'étage, Pete et moi, et... juste dans la salle des casseroles, vous savez. Nous avons commencé à vider les tiroirs et tout. Ça me semblait être un problème. Le procès de Pamela a attiré l'attention de toute la nation car c'était l'un des premiers aux États-Unis. L'histoire a autorisé les caméras dans la salle d'audience. Les procureurs ont soutenu que Pamela était une personne manipulatrice qui utilisait son charme pour contrôler un adolescent vulnérable, Billy Flynn. Ils ont affirmé qu'elle voulait éviter un divorce compliqué et profiter de la police d'assurance vie de 140 000 $ de son mari. L'équipe de défense de Pamela a soutenu qu'elle n'était pas au courant du complot de meurtre et n'y avait pris aucune part. Cependant, les enregistrements réalisés par sa collègue, Cecilia, et les témoignages de Billy et de ses amis racontaient une autre histoire. Ces éléments de preuve montraient que Pamela avait joué un rôle important dans la planification du crime. Après un procès qui a duré 14 jours, le jury a déclaré Pamela coupable de complicité de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de subornation de témoins. Le juge l'a condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Le cas de Pamela est devenu une mise en garde sur la manipulation et les conséquences dangereuses de profiter des autres. C'est comme si Sidney Pierce et Billy Flynn avaient toutes ces conversations sur le meurtre de votre mari, dont vous ne savez absolument rien. C'est bien ça? Oui, ils ont aussi témoigné de cela. À ce jour, Pamela maintient son innocence, affirmant qu'elle n'a jamais voulu la mort de son mari. Cependant, sa vie derrière les barreaux a été tumultueuse. De subir une agression violente par d'autres détenus à être le sujet de documentaires médiatiques, Pamela reste une figure controversée. En mars 2023, son dernier appel pour une réduction de peine a été rejeté, scellant son destin à passer le reste de ses jours en prison. Pendant tout le procès, Pamela n'a montré aucun remords pour son acte.
du New Hampshire, elle purge une peine de perpétuité sans libération conditionnelle pour complot avec un adolescent de 15 ans pour tuer son mari en 1990. William Flynn a purgé une peine de 25 ans pour meurtre. Non, ce n'était pas le cas. Reconnu pour la première fois dans mon propre esprit, dans mon propre cœur, à quel point j'étais responsable. Avec cela, Billy devient également ému et présente ses excuses à la famille de Gregory pour ce qu'il a fait. L'histoire de Pamela Smart a laissé beaucoup de gens sous le choc et incrédules. J'espère que c'est une compréhension immense. L'affaire sert de rappel sinistre des conséquences dévastatrices de la manipulation, de la trahison et de l'aveuglement passionnel. Alors que la vie de Gregory a été tragiquement écourtée, les répercussions de son crime continuent de hanter tous ceux qui sont impliqués. La manipulation astucieuse de Pamela Smart a laissé des vies en ruine, mais le prochain cas dévoile une histoire glaçante de trahison qui va encore plus loin. Cela a causé des dégâts incalculables dans nos vies, la vôtre et celle des autres. Le 14 novembre 2020, la paisible ville de Casco Township dans le comté d'Allegan a été secouée par une découverte horrifiante. Un véhicule carbonisé, près duquel gisaient les restes brûlés de David Silverlight, âgé de 25 ans, a été trouvé. Ce qui semblait initialement être un accident tragique s'est rapidement transformé en une enquête pour meurtre qui a révélé des secrets sombres et une conspiration mortelle. David Silverlight, un résident de la région de South Haven, avait autrefois été en couple avec Allison Martin. Bien que leur relation amoureuse ait pris fin, le lien d'Allison avec David est resté de manière inattendue. Lorsque le corps de David a été découvert, brûlé et abandonné, la police a rapidement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Cela ne ressemblait pas à un accident, et ils ont vite commencé à s'intéresser aux personnes qui lui étaient les plus proches. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les autorités ont commencé à soupçonner qu'Allison et son ami Justin Terpstra étaient impliqués. Les deux ont finalement été liés au crime, et il est devenu clair que quelque chose de bien plus sombre s'était produit. Allison, âgée de 23 ans, et Justine, âgée de 25 ans, ont tous deux été arrêtés et accusés de meurtre avec préméditation et de complot en vue de commettre un meurtre. Les accusations auxquelles ils faisaient face étaient graves, car elles comportaient le risque d'une peine de prison à vie. La communauté a été choquée par le crime, et l'affaire serait plus tard un rappel de la façon dont même les relations familières peuvent parfois prendre une tournure dangereuse. Les enquêteurs ont poursuivi leur travail pour comprendre toute l'histoire derrière la mort tragique de David. L'enquête sur la mort de David Silverlight a révélé des détails vraiment troublants. Juste 4 jours après la découverte de son corps, il a été confirmé que David avait été assassiné. Il s'est avéré qu'Allison Maria et son ami Justin Terpstra avaient élaboré ensemble un plan mortel. Ils ont décidé de tuer David et d'essayer de dissimuler les preuves en brûlant son corps avec sa voiture. La nouvelle du crime a provoqué une onde de choc dans la communauté, laissant beaucoup incrédules qu'un événement si tragique puisse se produire si près de chez eux. La famille de David était dévastée, luttant pour comprendre pourquoi quelqu'un lui ferait du mal. À mesure que l'affaire progressait, il devenait encore plus difficile de l'accepter. Lors des audiences préliminaires, Allison a été évaluée et jugée mentalement apte à être jugée. Ce développement a ajouté encore plus de poids à l'affaire, alors qu'il devenait clair que le crime avait été soigneusement planifié et exécuté. La communauté, ainsi que les proches de David, espéraient obtenir justice en suivant le déroulement de l'affaire. Les événements choquants ont rappelé à quel point les relations peuvent rapidement devenir sombres, et combien il est important de rester vigilant quant aux personnes en qui nous avons confiance. La peine de réclusion à perpétuité est légale, l'audience d'aujourd'hui. Et pour la famille de Brandon Silverlight de montrer leur colère à la femme. Ils disent... L'audience préliminaire d'Allison a conclu qu'il y avait suffisamment de preuves pour porter l'affaire devant le tribunal. Bien que l'audience de Justin ait été retardée en raison d'évaluation de compétences, les deux accusés finiraient par faire face à toute la rigueur de la loi pour leur crime odieux. Au moment de l'audience, Allison devient émotive et commence à pleurer. Cette affaire est un rappel obsédant de la façon dont les relations, lorsqu'elles sont entachées de conflits et de malveillance, peuvent en prendre une tournure sombre. La mort tragique de David a laissé un vide dans la vie de ses proches. Pendant ce temps, la communauté de Casco Township était laissée à se débattre avec l'horreur de ce qui s'était déroulé en leur sein. La justice pour David repose désormais entre les mains des tribunaux, mais les cicatrices émotionnelles laissées derrière mettront bien plus de temps à guérir. Oui, c'était vraiment un type sympa, très amical, extraverti. Il aimait vraiment jouer de la batterie. Je crois qu'il jouait avec la fanfare de l'université de Western. Il enseignait également les percussions de marche aux lycéens et c'était vraiment l'une de ses passions. Notre prochain cas nous amène à Sharon Graham, dont la manipulation et la tromperie sont devenues mortelles. C'est juste une femme maléfique. En ce qui me concerne, prendre la vie de quelqu'un comme ça et le planifier et l'exécuter. Une grand-mère avec un secret.
un homme trahi de la manière la plus horrible imaginable. Et un crime si horrible qu'il a choqué des détectives chevronnés. L'histoire de Sharon Graham n'est pas seulement une question d'avidité. C'est un meurtre calculé et de sang-froid. Sa cible, son ex-partenaire Bruce Saunders, dont la gentillesse et la confiance scelleraient finalement son destin. L'outil, une déchiqueteuse dans une scène de crime tout droit sortie d'un cauchemar. Mais comment Sharon, qui semblait être une femme discrète, a-t-elle orchestré un acte aussi brutal? Et comment son plan s'est-il effondré? Cette affaire est aussi choquante qu'inoubliable. Ce soir, pour la première fois, que s'est-il vraiment passé dans ce qu'on appelle le meurtre à la déchiqueteuse? Nous croyons que cet homme a été mis dans cette machine. Et que c'est un échec de mise en scène. Bruce Saunders pensait qu'il aidait un ami dans le besoin. En novembre 2017, il a accepté d'aider. Il a accepté d'assister. Sharon Graham et ses deux connaissances, Greg Rosa et Peter Koenig, a déblayé des débris d'une propriété à Gomburian, Queensland. Mais ce que Bruce ne réalisait pas, c'est qu'il était tombé directement dans un piège mortel. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en horreur. Alors que Bruce travaillait, Rosa et Koenig l'ont attaqué, le frappant avec une barre métallique. Sharon Graham n'était pas sur les lieux, mais sa présence planait sur tout. Elle avait tout orchestré, manipulant les deux hommes pour exécuter son plan glaçant. Le motif? La cupidité. Sharon espérait toucher 750 000 $ grâce à la police d'assurance vie de Bruce. Elle avait convaincu ses complices que le paiement en valait la peine, utilisant manipulation et mensonges pour les pousser à commettre un meurtre. Pour brouiller les pistes, ils ont mis en scène la mort de Bruce comme un accident. Son corps a été passé dans une déchiqueteuse de bois, le réduisant à peu plus que des fragments. La scène était si horrible que même les secouristes les plus aguerris en sont restés ébranlés. Mais ce que les enquêteurs ont découvert ensuite allait exposer le réseau de mensonges de Sharon et démanteler son plan mortel. Mais la police doutait de l'histoire de Sharon Graham, et quand vous entendrez ce qui se passait vraiment, vous comprendrez pourquoi. Vous voyez, Sharon vivait avec Bruce Saunders au moment de sa mort, mais elle était aussi en relation avec Greg Rosa et un troisième homme, Peter Koenig. Au début, cela semblait être le crime parfait. La mort de Bruce a été rapportée comme un accident tragique. Un homme simplement pris dans la machinerie. Mais les enquêteurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Le corps de Bruce ne montrait pas le type de blessure compatible avec une chute accidentelle dans le broyeur à bois. Un examen plus approfondi a révélé des signes de lutte. Les motifs de projection de sang suggéraient que Bruce avait été frappé avant que son corps ne soit placé dans la machine. Les soupçons se sont portés sur Sharon, Greg et Peter lorsque des incohérences ont émergé dans leurs récits. Le calme de Sharon lors de l'interrogatoire était déconcertant. Elle prétendait être dévastée par la mort de Bruce. Pourtant, ses relevés téléphoniques racontaient une autre histoire. Quelques heures seulement après le meurtre, elle a envoyé un texto à Greg et Peter, leur rappelant de s'en tenir à leur version. La pièce finale du puzzle est venue d'un témoin, un agriculteur local, qui avait vu Greg et Peter agir de manière suspecte près de la propriété, le jour de la mort de Bruce. Munis de ce témoignage, les détectives ont arrêté les 3 suspects. Lors d'une perquisition sur la propriété de Rosa, la police a découvert 2 notes écrites par Rosa qui détaillaient le plan précédent pour assassiner Bruce Saunders. Pendant le procès, les détails horrifiants du plan de Sharon ont été révélés au grand jour. Le professeur a dressé un tableau glaçant d'elle en tant que cerveau, utilisant la manipulation et la cupidité pour pousser les 2 hommes à commettre un meurtre. Greg Rosa, qui avait brandi la barre de métal, a plaidé coupable et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Peter Koenig, qui a aidé lors de l'attaque, a également été condamné à la prison à vie. Le procès de Sharon Graham est devenu une sensation médiatique. Son comportement froid et calculateur au tribunal a choqué ceux qui suivirent l'affaire. Lorsque le jury est revenu avec un verdict de culpabilité, le juge n'a pas mâché ses mots, la condamnant à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a qualifié ses actions d'actes prémédités de pure méchanceté. Et le jour où j'ai appris qu'il avait été assassiné, je n'arrivais pas à y croire parce que c'est une personne si gentille. Et pourquoi les gens feraient-ils cela pour de l'argent? Dans la salle d'audience, les amis et la famille de Bruce Saunders pouvaient à peine contenir leur chagrin. Il avait été un homme gentil et généreux, faisant confiance à la mauvaise personne, en Sharon Graham. Pour ceux qui l'aimaient, sa trahison n'était pas seulement choquante, elle était totalement inconcevable. Elle n'a pas seulement tué Bruce, elle a détruit tous ceux qui tenaient à lui. Le juge a qualifié le crime de l'un des plus horribles sur lesquels il ait jamais présidé, soulignant l'impact profond qu'il a eu sur la communauté. Pour les enquêteurs, l'affaire a servi de rappel glaçant de la façon dont la cupidité peut pousser les gens à commettre des actes de cruauté inimaginables. La condamnation à perpétuité de Sharon confirme qu'elle ne fera plus jamais de mal à quiconque. Mais pour les proches de Bruce, la douleur de sa mort brutale et la trahison par quelqu'un en qui il avait confiance persisteront à jamais.
7 mois après la mort de Bruce, Sharon, Graham, Koenig et Rosa sont accusés de meurtre. En fin de compte, a déclaré Koenig, c'est Rosa qui a tué Bruce avec une barre de fer. Notre prochain cas se concentre sur Amy Bishop, une professeure dont l'explosion meurtrière a bouleversé des vies et stupéfié le monde académique. Qu'est-ce qui l'a poussée à commettre un acte aussi horrifiant? Le crime choquant et le passé trouble des suspects. Dans les 4 jours qui ont suivi, la police déclare que la professeure Amy Bishop a ouvert le feu lors d'une réunion de faculté, tuant 3 collègues de l'Alabama. Le 12 février 2010, une réunion de faculté de routine à l'Université de l'Alabama à Huntsville s'est transformée en une tragédie horrifiante. Amy Bishop, une professeure de biologie formée à Harvard, est entrée dans la réunion avec un pistolet chargé. En quelques instants, des coups de feu ont éclaté, laissant 3 membres de la faculté morts et 3 autres blessés. Ce qui a commencé comme un désaccord sur la titularisation est devenu l'un des crimes les plus choquants à jamais ébranler le monde académique. Une professeure de neurobiologie formée à Harvard, mère de 4 enfants. Ils disent qu'Amy Bishop avait une rancune ultime contre ses collègues professeurs et a commencé à les abattre un par un. Amy Bishop était brillante, mais troublée. Derrière les réussites, elle avait un passé de comportement perturbant et de colère non résolue. Bishop s'était récemment vu refuser la titularisation, une condamnation à mort professionnelle dans le milieu académique. Ses collègues la décrivaient comme difficile, erratique et de plus en plus instable dans les semaines précédant la fusillade. Alors que la police se précipitait sur les lieux de la dernière fusillade sur le campus, une tragédie des plus troublantes s'est déroulée à l'Université de l'Alabama vendredi. Cet après-midi de février, elle est entrée calmement dans la salle de conférence. Alors que ses collègues s'installaient, Bishop a sorti un pistolet de 9 mm et a commencé à tirer, visant ses pairs avec une précision froide. Les professeurs Gopi Padilla, Maria Raglin David et Adriel Johnson ont été tués sur le coup. 2 autres ont été grièvement blessés et un a à peine échappé à la mort. Luttant pour sa vie, Maria a réussi à ramper dans le couloir, mais dit que Bishop l'a suivie, prête à tirer. Et juste au moment où elle pensait que sa vie allait se terminer, au milieu du chaos, le pistolet de Bishop s'est enrayé. Le personnel, réagissant rapidement, l'a plaqué au sol, la maintenant jusqu'à l'arrivée de la police. Alors qu'elle était menottée et emmenée, son comportement était d'un calme troublant, un prélude glaçant à ce qui allait se dérouler au tribunal. Ça ne s'est pas passé, c'est impossible. Qu'en est-il des personnes qui sont mortes? C'est impossible. Elles sont toujours en vie. Les enquêteurs ont découvert que ce n'était pas la première rencontre de Bishop avec la violence. Des décennies plus tôt, elle avait mortellement tiré sur son jeune frère dans ce qui avait été jugé un accident, une décision qui ferait plus tard l'objet d'un examen minutieux. D'anciens rapports de police ont révélé des incohérences dans son récit, soulevant des questions sur le caractère réellement accidentel de cette fusillade. Asseyez-vous et parlez-lui, demandez-lui ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui s'est cassé? un autre signe possible que quelque chose n'allait pas? Dans les semaines précédant la tragédie, le couple s'était rendu à ce stand de tir. Sa femme semblait vraiment intéressée par les armes à feu, mais il dit qu'il ne sait pas où elle a obtenu celle utilisée pour prétendument tuer ses collègues. Lors de son procès, la défense de Bishop a soutenu qu'elle souffrait de maladies mentales, citant des tendances paranoïaques et des délires. Mais les procureurs ont dressé un tableau différent, celui d'une tueuse calculatrice qui refusait d'accepter le rejet. Ils ont détaillé comment elle avait planifié l'attaque, apportant l'arme à la réunion et tirant sur ses collègues, de manière exécutive. De cette façon, il était clair pour tout le monde que c'était incontesté. Cela fait partie de la procédure lors d'un plaidoyer de culpabilité que vous devez avoir un procès. Le procès pour meurtre capital d'Amy Bishop Anderson n'a duré qu'1 jour. Elle a décrit la terreur qu'elle a ressentie le 12 février 2010. Elle dit que Bishop avait l'air déterminée lorsqu'elle a pointé son arme de 9 mm sur elle et a appuyé sur la gâchette. Au tribunal, les survivants ont donné des témoignages déchirants, racontant les moments où ils pensaient qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Un témoin a décrit le visage de Bishop comme étant sans émotion lorsqu'elle a ouvert le feu. La réclusion à perpétuité, libération conditionnelle, était un accord qui a sauvé un ancien professeur de l'UA, Huntsville, de la peine de mort. Amy Bishop Anderson veut un nouveau procès et que sa condamnation soit annulée. Et nous commençons ce midi avec des nouvelles de dernière minute. Amy Bishop, la femme accusée d'avoir tué 3 collègues lors d'une fusillade à l'Université de l'Alabama, vient de plaider non coupable pour cause de folie. Amy Bishop a plaidé non coupable de meurtre avec préméditation pour éviter la peine de mort en raison de la folie. Le juge l'a condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de la condamnation, Bishop n'a montré aucune émotion visible, restant silencieuse alors que le poids de ses actes était exposé. Les familles de ses victimes ont décrit la douleur de perdre leurs proches, qualifiant les actions de Bishop d'impardonnables. Son absence de remords contrastait fortement avec la dévastation qu'elle a causée.
Des photos des victimes sur la scène du crime ont été montrées pendant le procès. Bishop a baissé la tête lorsque les photos graphiques de ses actions ont été montrées. Graham dit « Après les coups de feu, Bishop est monté au 2e étage, a nettoyé l'arme utilisée lors de la fusillade et a jeté celle-ci ainsi que la veste tachée de sang qu'elle portait à la poubelle. » Dans la salle d'audience, les survivants et les familles des victimes étaient submergés par le chagrin, leurs émotions évidentes alors qu'ils partageaient des souvenirs des vies vibrantes qui ont été volées. L'atmosphère était lourde, empreinte de douleur et de perte. Pendant ce temps, l'absence de réaction de Bishop a déconcerté ceux présents. Elle est restée assise en silence, ne montrant ni remords ni émotion. Un rappel glaçant de la nature froide et calculée de son crime. L'ambition mortelle d'Amy Bishop a laissé des vies en ruine. Mais le crime impensable de Darlie Roser a choqué la nation. La réaction glaçante d'une mère dans la salle d'audience vous laissera tout remettre en question. À 11h du 6 juin 1996, le quartier résidentiel tranquille de Rowlett, au Texas, a été secoué par un appel frénétique au 911. Une mère, la voix paniquée et tremblante, a crié à l'aide, affirmant que sa maison avait été envahie. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils ont découvert une scène horrifiante qui allait captiver la nation pendant des décennies. 2 jeunes garçons, de 20, 6 ans, et Damon, 5 ans, avaient été poignardés à mort. Et leur mère, Darlie Routier, était blessée et couverte de sang. Elle a dit qu'elle avait repoussé l'attaque. La seule description de l'attaquant était un homme blanc portant des vêtements sombres. Mais à mesure que les enquêteurs reconstituaient les événements de cette nuit-là, des questions troublantes ont commencé à émerger. Darlie était-elle la victime d'une invasion de domicile brutale ou le véritable danger était-il beaucoup plus proche de chez elle? La police a passé une grande partie de la journée à enquêter méticuleusement sur la scène du crime. La scène du crime peignait un tableau chaotique. Du sang tachait les murs, un verre à vin brisé gisait sur le sol et un couteau était abandonné dans la cuisine. Darlie, avec une profonde entaille au cou et des blessures au bras, affirmait qu'elle avait repoussé un intrus qui avait attaqué sa famille. Elle a dit qu'elle s'était réveillée pour trouver un homme debout au-dessus d'elle avant qu'il ne s'enfuit dans la nuit. Cependant, les enquêteurs sont devenus méfiants en examinant la scène. Les blessures de Darlie, bien que graves, semblaient moins menaçantes pour sa vie que celles infligées à ses fils. Les preuves dans la maison ne semblaient pas correspondre à son récit. Le couteau de cuisine, identifié comme l'arme du crime, a été trouvé avec des fibres d'une moustiquaire coupée, suggérant qu'il avait été mis en scène. Les actions de Darlie dans les jours suivant les meurtres ont ajouté au doute. Juste 8 jours après la mort de ses fils, elle a été filmée sur leur tombe en train de célébrer l'anniversaire de Devin. On l'a vu rire, vaporiser des serpentins et chanter, un moment que les procureurs utiliseraient plus tard pour argumenter qu'elle manquait de véritable chagrin. Et je me souviens à quel point j'étais choquée en voyant cela, et je n'étais pas le seul à être choqué. J'ai vraiment été surpris par son comportement. Je vous le dis, en tant que parent, j'ai trouvé cela dégoûtant. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, les procureurs ont dressé un tableau glaçant d'une mère qui avait craqué. Ils ont soutenu que Darlie, accablée par le stress financier et les défis de l'éducation de 3 enfants, a tué ses 2 fils aînés. Dans un accès de rage, elle a mis en scène la scène du crime pour qu'elle ressemble à une invasion de domicile. Les enquêteurs du département de police de Rowlett ont arrêté Darlie Routier. Nous croyons que le suspect masculin blanc, décrit par Darlie Routier comme l'homme qui l'a attaqué et a tué ses enfants, n'a jamais existé. La seule conclusion que nous pouvions tirer était qu'elle préparait le terrain pour expliquer pourquoi. Vous ne trouverez pas d'empreinte d'un intrus là-dessus. Quand elle a dit « ne touchez à rien », ça a fait tilt dans ma tête, vous savez. Oh mon Dieu, je viens de toucher une pièce à conviction. Des preuves clés ont scellé son sort. Le couteau de cuisine était lié aux fibres de la moustiquaire. Et l'analyse médico-légale a suggéré que les éclaboussures de sang ne correspondaient pas à son récit des événements. Les enquêteurs ont également noté l'absence de signes de lutte ou d'effraction, ce qui a jeté un doute supplémentaire sur l'histoire de Darlie. Au tribunal, Darlie a maintenu son innocence, mais l'accusation a répliqué avec la fameuse vidéo du spray festif, affirmant qu'elle montrait son comportement froid et détaché. Son équipe de défense a soutenu qu'elle faisait son deuil à sa manière, mais le jury n'a pas été convaincu. Donc, croyez que les blessures présentes sur Darlie Routier étaient auto-infligées? Je jure que je n'ai pas tué mes enfants. Je le jure. Après un procès dramatique, Darlie Routier a été condamnée pour le meurtre de Damon et condamnée à mort. La décision a provoqué une onde de choc à travers le pays. Alors que certains ont salué le verdict comme une justice pour 2 garçons innocents, d'autres ont remis en question la gestion de l'affaire. Darlie reste dans le couloir de la mort, s'obstinant à maintenir son innocence. Les défenseurs de Darlie ont demandé des tests ADN sur les preuves de la scène de crime, croyant que cela pourrait l'innocenter. À ce jour, l'affaire est embourbée dans la controverse.
avec des partisans et des détracteurs farouchement divisés sur sa culpabilité. Alors, tout le monde est revenu précipitamment dans la salle d'audience. Le verdict était coupable. Darlie, avez-vous des commentaires? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire? Je n'ai pas tué mes enfants. Vous me dites qu'une personne qui est normale, non violente, sans maladie mentale, pourrait tuer de sang-froid ses propres enfants, sans aucune raison quelconque. Darlie a toujours affirmé depuis le début que son mari n'avait rien à voir avec la mort de ses 2 garçons. La salle d'audience était remplie d'émotions brutes lorsque le verdict a été prononcé. La famille de Darlie pleurait ouvertement, tandis que d'autres restaient assis dans un silence stupéfait. Les procureurs sont restés fermes, confiants dans leur dossier, tandis que la défense a juré de continuer à se battre pour la liberté de Darlie. Darlie, cependant, a montré peu de réaction alors que son sort était scellé. Elle semblait calme, mais défiante, déclarant que la vérité finirait par éclater. Pour les familles de Devin et d'Amon, aucun verdict ne pourrait jamais annuler la tragédie de cette nuit-là, laissant une communauté à jamais hantée par la question. Le système judiciaire a-t-il pris la bonne décision? Notre prochain cas concerne Brenda Delgado, dont la jalousie et l'obsession ont conduit à un plan de meurtre à gages glaçants qui a choqué tous ceux impliqués. Passion à Dallas. Brenda Delgado, le cerveau du complot de meurtre à gages visant un dentiste de Dallas, aujourd'hui condamné pour meurtre capital. Delgado a engagé un tueur à gages pour tuer la nouvelle compagne de son ex-petite amie, le docteur Kendra Hatcher, dans un parking du centre-ville. Le soir du 2 septembre 2015, Kendra Hatcher, âgée de 35 ans, a été abattue dans son garage par un voleur présumé, qui a pris la fuite à bord d'une Jeep Cherokee noire. L'incident a été entendu par un témoin oculaire qui a contacté le 911, et les révélations de l'affaire ont choqué tout le monde. Hatcher sortait avec le dermatologue Ricky Peniagua depuis quelques mois, et le couple avait l'intention de se marier. Cependant, elle ignorait la nature obsessionnelle de l'ex de Peniagua, Brenda Delgado, âgée de 36 ans, qui avait suivi le couple après sa propre rupture avec Ricky. Quelques mois plus tôt, Delgado avait été en couple avec Peniagua pendant près de 3 ans. Avant, ils se sont séparés en février 2015, mais le couple était resté en contact platonique. Cependant, alors que Peniagua n'avait que des intentions honnêtes, Delgado avait planifié quelque chose de sinistre. Une autopsie du meurtre de Hatcher a rapidement révélé que sa mort n'était pas une situation de vol qui avait mal tourné, mais une véritable tentative de meurtre. Cela signifiait que la liste des suspects était rapidement réduite à un seul nom, Brenda Delgado. Delgado avait apparemment recruté 2 individus, un trafiquant local de substances de 31 ans, nommé Christopher Love, qui était responsable de la fusillade, et Crystal Cortez, une mère célibataire de 23 ans, qui conduisait le véhicule de fuite et les avait soudoyés avec de l'argent. Delgado avait emprunté le véhicule de fuite à un ami, José Luis Ortiz, avec qui elle se trouvait le soir du meurtre de Hatcher. Après avoir vu son Jeep aux informations, Ortiz a contacté les enquêteurs pour les informer qu'il l'avait prêté à Delgado, mais qu'elle était avec lui la nuit du meurtre. Je lui ai fait une remarque du genre « Hey, as-tu entendu parler de ce dentiste qui a été abattu à Upton, Dallas ?» Elle a dit non. Elle a dit « Eh bien, c'est drôle parce que, je veux dire, ça ressemble beaucoup au mien. Je suis ici à te prêter ma voiture. » Lorsqu'elle a été invitée pour un premier interrogatoire, Delgado a dit aux enquêteurs qu'elle avait prêté la voiture à Cortez, ce qui a ensuite conduit à l'arrestation de Love et Cortez, qui ont tous deux choisi de témoigner contre elle. J'ai reçu $500. Et qui vous a payé? Brenda Danem. Sentant des conséquences funestes après l'arrestation de son tueur à gages, Delgado s'est enfui dans son Mexique natal dans l'espoir d'échapper à la justice. Cependant, après avoir été nommée sur la liste des 10 femmes fugitives les plus recherchées par le FBI, avec une prime de $100 000 sur sa tête, elle a accepté l'extradition vers les États-Unis à condition de ne pas risquer la peine de mort. Après son extradition, Delgado a été jugé pour ses actes maléfiques le 7 juin 2019, et il n'a pas fallu longtemps au juré pour la condamner pour meurtre capital. Elle a finalement été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tu ne peux même pas me regarder. Delgado a refusé de lever les yeux, mais a été forcé d'écouter alors que la sœur du docteur, la sœur de Hatcher, l'a confronté depuis la barre des témoins. Lors du procès de Delgado, Jennifer Escobar, une ancienne amie et colocataire, a révélé qu'elle était obsédée par Peniagua et qu'elle avait depuis longtemps prévu d'exécuter Hatcher et peut-être même Peniagua lui-même. Débarrassons-nous de Kendra Hatcher. Et pourquoi voulait-elle se débarrasser de Kendra Hatcher? Parce qu'elle était envieuse d'elle. Lors de sa condamnation, Delgado a gardé un regard froid et sans émotion, alors qu'elle était condamnée à son sort derrière les barreaux. Le jury déclare à l'unanimité l'accusé coupable de meurtre capital tel qu'inculpé dans l'acte d'accusation. Merci, madame.
Lors des déclarations d'impact des victimes, la mère de Hatcher, Bonnie Jamison, a dit à Delgado qu'elle avait mérité sa place derrière les barres d'acier froide pour le reste de sa vie, ajoutant la déclaration accablante « Si la justice avait pu vous infliger une peine de mort, ne vous y trompez pas, j'aurais été là, au premier rang. » Place sur cette terre, derrière, des barres d'acier froide pour le reste de votre misérable, pathétique vie. Aujourd'hui, Delgado est enfermée dans la prison de haute sécurité, William P. Hobby, pour femmes dans le comté non incorporé de Falls, au Texas, où elle devrait rester pour le reste de sa vie. Quant à ses complices de meurtre, Love est actuellement dans le couloir de la mort pour avoir exécuté le meurtre, tandis que Cortez a reçu une peine de 35 ans en échange de son témoignage contre les deux autres. La trahison et la tromperie montrées par ses soi-disant amis ont laissé des vies brisées et ont changé des familles, à jamais. Ces affaires nous rappellent que le danger peut se cacher dans les relations les plus fiables. Mais la quête de justice ne s'arrête pas ici. Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous plongeons dans d'autres histoires glaçantes et explorons les sentences qui ont laissé le monde stupéfait.